bien, chers amis et camarades, nous allons commencer cette commémoration du 85e anniversaire de la nuit de cristal du 9 novembre 1938. Nous tenons à dire tout de suite que la nuit de cristal est un terme que nous rejetons. Malheureusement, c'est le terme qui s'est imposé dans l'histoire, que tout le monde utilise, mais c'est un terme qui a été inventé par les nazis pour euphémiser la violence du pogrom, du massacre, de la destruction qu'ils ont réalisé ce jour-là. Ils ont trouvé malin de dire Kristallnacht. C'est le bruit des vitres qui se cassent. Mais il n'y a pas eu que des vitres de cassées. Des dizaines, des centaines de synagogues incendiées et des centaines de juifs assassinés, jetés de leur maison en bas de tous les escaliers, sans compter ceux qui ont été envoyés en camps de concentration, ça n'était pas encore des camps de la mort, et sans compter les centaines de suicides. Deuxième point, la nuit de cristal, ça n'est pas qu'en Allemagne. C'est en Allemagne, en Autriche, qui était déjà Anschlussé, annexé par l'Allemagne, et même dans les Sudètes, qui n'étaient pas encore annexés, mais dans laquelle il y avait une grosse, enfin pas mal d'habitants germaniques. Et donc nous sommes obligés, pour être compris, de parler de la nuit de cristal, mais le terme allemand, par exemple, c'est le November Pogrom, le pogrom de novembre. Et pour les gens qui sont un peu plus calés et précis, c'est le November Reichspogrom, pour bien marquer que ça n'est pas un pogrom spontané, il n'y a jamais de pogrom spontané, mais celui-là encore moins que les autres, car ce qui s'est passé le 9 novembre 1938 n'a rien à voir avec une quelconque explosion de colère des Allemands après la liquidation de l'attaché d'ambassade Womrath à Paris par Herschel Rindspan, mais a tout à voir avec un projet qui était déjà prêt avant et qui a été mis en œuvre à partir du 9 novembre par la SS et l'appareil du parti nazi. Les nazis les plus capés étaient réunis ce jour-là à Munich pour une raison simple, c'est que le 9 novembre est l'anniversaire du putsch de Hitler dans les années 23. Ils étaient donc tous là. Et dès que est arrivée la nouvelle de la mort de Womrath, qui était déjà blessé et agonisant, tout de suite, tous les chefs de la SS et du parti nazi ont commencé à téléphoner dans tous les sens, à donner des ordres pour que les propriétés juives, les synagogues, les maisons juives soient attaquées, brûlées, en faisant attention à ce que l'incendie ne touche pas d'autres maisons. Pourquoi? Pour des raisons d'assurance et pour des raisons de finances. Et donc pendant 24 et même plus que ça, la violence a été déchaînée. Donc c'est le point extrêmement important que nous tenons à préciser. Et ça n'était pas une histoire religieuse, comme c'était pas contre la religion juive, c'était contre les juifs en tant que peuple, en tant que race, comme disaient les Allemands, comme Sous-race, Untermenschen, hein, comme cafard, comme microbe, comme porteur de l'infection. Depuis 10 ans, depuis le 75e anniversaire de la nuit de cristal, nous avons entamé ici même, devant le gymnase Japy, ces commémorations. Ces commémorations dans lesquelles nous étions parfois beaucoup moins nombreux. Je me réjouis, nous nous réjouissons immensément de la présence beaucoup plus nombreuse en ce 85e anniversaire. Nous espérons bien sûr que l'an prochain, le 9 novembre 2024, tous les gens qui sont là ce soir seront là aussi. Même non, s'il vous plaît, pas d'applaudissements. Même s'ils n'étaient pas là dans les 10 années qui viennent de s'écouler, ça n'est pas grave. On prend le mouvement en chemin, mais une fois qu'on l'a pris, on le poursuit. Mais nous ne sommes pas complètement
naïfs, et nous savons que la concordance des dates a quelque chose à voir avec cette affluence du 9 novembre. Mais encore une fois, puisque c'est un moment de solidarité, de lutte antifasciste, de lutte contre l'antisémitisme, nous nous en réjouissons très profondément. La nuit de cristal ou le pogrom de novembre est une date importante. C'est 5 ans ou 5 ans et demi après que les nazis aient pris le pouvoir en janvier 1933, tout le monde le sait. Je répète, et nous répéterons jusqu'à notre dernier souffle, les nazis n'ont pas pris le pouvoir par des élections démocratiques, contrairement à ce qui est véhiculé un peu partout ou dans certains endroits. C'est faux. Leur propre parti, dans les nombreuses élections qui ont eu lieu en 1933, commençait à reculer, mais surtout, la droite conservatrice pensait pouvoir manipuler les nazis, les mettre au gouvernement en position minoritaire. Quand Hitler a été nommé chancelier le 30 janvier 1933 par le maréchal Hindenburg, il n'y avait que 2 ministres nazis dans le gouvernement. Et tout le monde disait, mais il n'y a pas de problème, ils vont s'écrouler, s'effondrer. C'est donc un coup de force qui s'est déroulé, un coup de force institutionnel, avec ce qu'on a appelé la camarilla qui était autour de Hindenburg, et dans un contexte que certains d'entre vous, et peut-être tout le monde, connaît, de profondes divisions déchirantes de la gauche et des forces démocratiques en Allemagne. Quelques semaines après le 9 novembre 1938, moins de 3 mois, le 30 novembre 1939, anniversaire de sa prise de pouvoir, Hitler est devant le Parlement, le Reichstag. Et qu'est-ce qu'il dit ce jour-là? Qui annonce la Shoah. Il dit, si les Juifs ou les judéo-bolcheviques réussissent à faire éclater une guerre, puisque c'était eux qui allaient faire éclater une guerre, alors qu'ils sachent que ce n'est pas l'Allemagne qui sera détruite. C'est ces Juifs qui seront exterminés. 30 janvier 1939, les citations sont connues, vous pouvez les retrouver sur l'excellent site Mémorial 98. Et donc, puis, il y a l'année 1939, il y a le pacte germano-soviétique, Ribbentrop-Molotov, merci pour les historiens, merci Gilles. Et il y a l'annonce de la guerre contre la Pologne. Et c'est un point, peut-être un des derniers points dans l'introduction, c'est que, à la veille de l'invasion de la Pologne, Hitler réunit ses généraux et leur dit « Foncez, allez-y, août 1939 ». Qui se souvient encore du génocide des Arméniens? Qui se souvient encore du massacre des Arméniens? Allez-y, allez-y, vous savez, la force vous permettra d'envahir et de détruire la Pologne et ensuite de s'occuper de ses habitants. Il y a parfois des contestations sur ce discours. Je vous le confirme, le texte exact de ce discours est conservé dans la bibliothèque du Congrès américain, qui est une bibliothèque bien connue, et du mémorial de la Shoah de Washington, avec le texte intégral. Ce texte est entièrement vrai. Et donc après, les choses vont très vite, puisque après nous avons la Shoah, la destruction des Juifs d'Europe et les conséquences. Nous sommes inquiets actuellement, et pas simplement à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous sommes inquiets, en colère et en détermination contre la vague d'extrême droite qui traverse l'Europe. Nous sommes inquiets. Laissez les applaudissements. Laissez les applaudissements. On chantera ensemble le chant des marais, c'est mieux. Laissez les applaudissements. Donc, nous sommes inquiets
nous sommes inquiets au premier chef en Allemagne. En Allemagne, le parti AfD est donné actuellement en deuxième, voire parfois dans certains sondages en premier dans les prochaines élections. Et c'est un parti AfD radicalisé. Ça n'est même pas le parti AfD du début, eurosceptique, etc. C'est un parti dans lequel l'aile nazie, dirigée par Björn Höcke, est majoritaire. Et malgré cela, ce parti apparaît comme une alternative, c'est son nom, pour des tas de gens. Évidemment, il est profondément antisémite. D'ailleurs, il n'arrête pas de dire que tous les mémorials de la Shoah qui existent en Allemagne sont des bâtiments de la honte, que l'Allemagne n'a pas à avoir honte de son passé, même de ce qui s'est passé pendant la guerre. Il recycle en permanence le vocabulaire hitlérien. Ils sont racistes profondément. Ils sont complotistes profondément. Car de nos jours, complotisme et antisémitisme marchent de pair, tout le temps. Le parti AfD a reconstruit, qui avait baissé, s'est reconstruit à travers sa campagne sur le Covid, sur l'antivax et sur d'autres rumeurs, et sur le soutien à Poutine, qui est quand même un des facteurs importants de notre inquiétude par son soutien à toute l'extrême droite dans toute l'Europe et dans le monde entier. Nous sommes inquiets, évidemment, à cause de l'Italie. Nous sommes inquiets à cause de ce qui se passe dans d'autres pays. Évidemment, je ne vais pas énumérer ici tous les pays, du Portugal à l'Espagne, avec des progressions de l'extrême droite dans des pays qui ne la connaissaient pas. De la Suède, enfin bref. Et de l'avenir des élections dans tel ou tel pays plus lointain aux États-Unis. Nous sommes inquiets. Et nous sommes inquiets en France. Nous sommes inquiets d'abord à cause des actes antisémites, à cause des actes racistes. C'est la première raison de notre inquiétude, nous qui sommes rassemblés ici en mémoire de la nuit de cristal. Évidemment, cette question est au premier plan. Et nous sommes inquiets, je n'ai pas besoin de détailler, parce que tous ceux qui sont là sincèrement pour lutter contre l'antisémitisme et tous les racismes, ce qui est notre slogan du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Mais nous sommes inquiets aussi, bien évidemment, de la progression du Rassemblement national. Pour nous, il n'y a aucune espèce d'hésitation. Le Rassemblement national et le parti de Zemmour sont des partis racistes et antisémites. Il n'y a aucune hésitation pour nous. Et d'ailleurs, retour du refoulé, Jordan Bardella a laissé sortir la vérité qui est profondément enfouie en lui, c'est-à-dire l'idée, l'affirmation scandaleuse que, mais non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Mais il n'a pas inventé ça. Il ne l'a pas inventé. En 2006, Marine Le Pen, quand on l'a interrogée sur le point de détail, puisque, comme vous le savez, Jean-Marie Le Pen a dit à de nombreuses reprises que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En gros, que ça n'avait pas vraiment d'importance. Elle a répondu, elle a excusé son père en ces termes. Pour lui, le point le plus important de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la mort de son père, du père de Jean-Marie Le Pen. Chacun, ajoutait-elle, répond avec sa sensibilité. Quand il y a eu le 50e anniversaire du parti RN-FN, aucun mot de critique de Jean-Marie Le Pen. À la tribune est monté Bruno Gollnisch, ancien candidat et toujours membre des instances dirigeantes du RN, qui a fait une longue tirade sur la loi Guessot, sur la loi contre le négationnisme. Personne ne l'a critiqué. Le Rassemblement national, je vais vous rajouter quelque chose sur Bardella, sur lequel on a travaillé. Bardella a été pendant 6 mois assistant parlementaire d'un eurodéputé qui s'appelle Jean-François Jalc, du Rassemblement national. Jean-François Jalc a été nommé par Marine Le Pen président du parti RN en 2017, parce que Marine Le Pen voulait se dégager
de la responsabilité du RN pour être la candidate de tous les Français. Malheureusement pour elle, quand Jalc a été nommé président, tout le monde s'est mis à regarder un peu qui est ce Jalc et qu'est-ce qu'il a fait. Et une sociologue qui l'avait interrogé et publié longuement sur sa trajectoire a publié l'enregistrement dans lequel il disait son admiration pour Faurisson, le négationniste, et surtout qu'il s'interrogeait beaucoup et qu'il considérait que les chambres à gaz, c'était techniquement impossible, que le Zyklon B, utilisé par les nazis, ne pouvait pas tuer des gens. Ça, c'est le point de départ de toute démarche négationniste, de dire ça n'était pas possible techniquement. Faurisson a passé des dizaines d'années et des centaines de textes à expliquer pourquoi ça n'était pas possible. Et donc, tout cela, ce parti n'a jamais présenté d'excuses, de repentance sur ce qu'était son président et surtout sur les torrents de haine raciste et antisémite qu'il a déversés dans la société française pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, nous considérerions que ce parti est réintégré? Non, il n'en est pas question. Pour nous, nous n'allons pas ici, ça n'est pas le lieu de discuter de ce que chacun va faire ou pas faire dans les prochains jours. Ce que nous disons en tant que RAR et en tant que Mémorial 98, unanimement, c'est qu'il est hors de question que le Rassemblement national figure dans une manifestation contre l'antisémitisme, car il est lui-même antisémite. Oui. Si le Rassemblement national prétend lutter contre l'antisémitisme, il a une chose à faire. Pas du tout qui reste à la maison. Qui reste à la maison et qui ne se mêle pas d'une manifestation contre l'antisémitisme, car sa seule présence la profane, la salit. Et donc, je le répète, chacun, en toute responsabilité, prendra ses décisions sur la tactique, la stratégie, la manière dont. Mais en tout cas, pour nous, le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-François Jalc, nous avons découvert aussi qu'en 1991, il y a déjà 40 ans, il était présent à une messe en l'honneur de Pétain à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, au nom du bureau politique du Front National. Tous ces gens-là ont une histoire, une continuité. Ils ne changent pas. On ne peut pas être raciste comme ils le sont et se prétendre contre l'antisémitisme. Ça ne marche pas ensemble. Si on est raciste, c'est-à-dire si on croit que l'autre est un ennemi par définition, si on croit qu'il y a une différence des inégalités de race, de population, alors on est antisémite. Même si on fait semblant pendant quelque temps de ne pas l'être. Pour nous, c'est profondément ancré. Donc, je le répète, chacun ses décisions, mais pour nous, Bardella, Le Pen sont des racistes et des antisémites. Dehors le FN, dehors le RN, vous voyez, dehors le RN de toute manifestation et de tout rassemblement. Avant de poursuivre cette soirée, je voudrais donner la parole maintenant, si elle le veut bien, à Seta Papazian. Je disais que tout d'abord, au nom du collectif VAN, Vigilance arménienne contre le négationnisme, je tenais à remercier Albert Hergovitz, président de Mémorial 98, pour son invitation à participer au 85e anniversaire de ce qui est communément appelé la Nuit de Cristal et qui désigne les pogroms anti-juifs des 9 et 10 novembre 1938 en Allemagne et en Autriche, annonciateurs de la solution finale. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité et d'autant plus que cette année, ce 85e anniversaire de la Nuit de Cristal revêt un caractère encore plus tragique. Nous sommes en effet réunis ce soir, 1 mois et 3 jours après le pogrom sanguinaire qui, le 7 octobre, a frappé les Juifs au sein même de l'État d'Israël, qu'ils voyaient comme un havre protecteur et où, comme les citoyens en Arménie, ils ne pensaient jamais être confrontés à une menace existentielle.
Par sa présence, le collectif Van renoue aujourd'hui avec ce rendez-vous annuel, confidentiel en temps normal, et auquel nous avions malheureusement dû faire défaut depuis l'automne 2020, pris dans le tourbillon de la guerre et des menaces existentielles que font peser sur l'Arménie et le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, dont l'armement sophistiqué provient hélas à 60% d'Israël, et la Turquie, dont les deux prédateurs des droits de l'homme, Aliyev et Erdogan, agissent avec la complicité cynique de Poutine. Les crimes et exactions barbares perpétrés le 7 octobre par le Hamas contre des civils juifs de tous âges et l'antisémitisme qui a bondi en Occident depuis cette date nous remplissent d'effroi. Aucune cause, et certainement pas la cause du peuple palestinien, ne mérite d'être dévoyée de la sorte. Nous avons une communauté de destin, arméniens et juifs. Albert a rappelé donc le discours de Hitler à ses généraux. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous réunissent. Les discours racistes des nazis, les discours racistes essentialisants de la dictature d'Azerbaïdjan, où les Arméniens sont traités de chiens. Ilham Aliyev, donc le président d'Azerbaïdjan, a dit au lendemain de la victoire contre les Arméniens du Haut-Karabakh, donc c'était le 10 décembre 2020, il a dit « Je vous avais promis qu'on chasserait les Arméniens comme des chiens, et nous l'avons fait ». Donc voilà, les Arméniens sont des chiens, mais ça ne suffit pas. Il faut montrer que les Arméniens, c'est un virus, donc une tumeur. C'est la commission des droits de l'homme, la commission des affaires étrangères du Parlement azerbaïdjanais qui a récemment fait un communiqué pour décréter que la diaspora arménienne était une tumeur en Europe. Voilà, donc on a ce même type de discours. Tout de suite après la victoire de 2020, l'Azerbaïdjan a émis un timbre officiel montrant des Azéris en tenue de nettoyage en train de dératiser le Haut-Karabakh. Voilà, et ça et tout est comme ça. Il y a un parc de la victoire qui a été érigé à Bakou, donc capitale bien connue de beaucoup de gens qui vont y passer des moments très agréables payés par la dictature azérie. Il y a un parc de la victoire où il y a des statues un peu style musée Grévin pour montrer à quel point les Arméniens sont des êtres immondes, donc avec des caricatures, nez crochu, etc. Enfin voilà, on connaît bien ce genre de système. Et il y a aussi autre chose qui va nous réunir et qui nous réunit encore plus malheureusement depuis le 7 octobre, c'est que les soldats azéris ont filmé leurs exactions également, donc en 2020, en 2022 et dernièrement en 2023. Alors en 2023, ils ont été un peu plus intelligents, ils ne les ont pas diffusés, donc il y a beaucoup moins de preuves de ce qui s'est passé dans le huis clos du Karabakh. Mais toujours est-il qu'en 2022 et 2020, il y a énormément de vidéos qui ont été publiées sur Telegram essentiellement, par des Azéris qui se réjouissaient de ce qu'ils avaient fait subir aux Arméniens, y compris aux femmes arméniennes. Donc les 13 et 14 septembre 2022, on a eu comme ça une vidéo d'une jeune militaire arménienne, mère de 3 enfants, dont le corps supplicié a été filmé avec des ricanements qu'on entendait. Cette pauvre femme a été démembrée, c'est-à-dire qu'elle était coupée au niveau du haut des jambes. Elle était donc dénudée, donc visiblement elle a été violée avant. Elle avait ses yeux crevés et dont un était remplacé par une pierre. Voilà, ça c'est la manière de déshumaniser l'autre, et c'est suite à tous les discours que les jeunes militaires azéris entendent de la bouche même de leur président. Ce président qui est quand même considéré par Ursula von der Leyen comme un allié fiable de l'Union européenne. Il y a quand même une honte à avoir au sein de la Commission
la présidence de la commission quelqu'un qui s'exprime de cette façon. Voilà, donc le dernier point, vous avez peut-être suivi, malgré le fait que ça n'a pas non plus vraiment mis les foules dehors dans des manifestations, ni suscité des protestations massives dans les campus américains. C'est donc le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, donc qui s'est produit après l'attaque surprise et d'une violence inouïe du 19 septembre 2023. Donc voilà, c'était au mois de septembre dernier. Une guerre éclair contre cette enclave arménienne qui a poussé à l'exode toute une population terrifiée qui, soi-disant, devait bénéficier de la protection des 2000 soldats de la paix. J'adore ce mot déjà, quand je dis paix et que c'est les soldats russes, on voit qu'il y a déjà un problème dans cette définition. Et donc, ils ont été contraints à l'exil. Et bien sûr, cette épuration ethnique a été qualifiée de départ volontaire par la dictature azerbaïdjanaise. Voilà, je regrette bien évidemment qu'elle n'ait pas, on peut dire ce génocide en devenir, parce que visiblement ce territoire historique a été vidé de sa population. Il y avait 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants. Il a été vidé en l'espace d'une semaine de toute sa population, alors que ces gens-là vivaient là depuis 2000 ans. Je regrette que le terme adéquat n'ait jamais été formulé aux plus hautes instances, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis. Il y a peut-être que la France qui a plus ou moins osé dire les mots, mais pas non plus en s'engageant trop formellement. Voilà ce que j'avais à dire. Mais voilà, je voulais donner toute ma solidarité et exprimer toute mon amitié à Albert. Ça n'est pas avec Albert. Nous avons une solidarité de combat avec nos amis. Je dois dire, puisque CETA m'a nommé, j'étais moi-même sensibilisé à la question des génocides et au génocide arménien et tutsi grâce au travail qu'a fait le collectif VAN sur le parvis de Notre-Dame. Pendant plusieurs années d'affilée, ils ont fait des expositions où ils mettaient, non pas en scène, l'ensemble des génocides. Le premier génocide du XXe siècle, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est le génocide des Herero et des Nama en Afrique, Namibie. Et puis ça a continué. Les Arméniens, puisque CETA n'en a pas parlé, mais ce qui reste marqué dans la chair et dans la conscience arménienne, c'est le génocide de 1915, toujours pas reconnu par les autorités turques. Puis la Shoah, puis le Rwanda, puis Srebrenica, génocide peu connu. On dit toujours le Rwanda, le dernier génocide du XXe siècle. Non, le dernier génocide du XXe siècle, c'est celui de Srebrenica, où les troupes, les milices serbes ont exterminé les Bosniaques musulmans de cette ville, qui auraient dû être protégés par les troupes de l'ONU, lesquelles ont laissé faire ce massacre. Je vais lire maintenant quelques lignes du message que nous a adressé l'association Ibuka, des rescapés du génocide des Tutsis, avec lesquels nous avons aussi une solidarité de combat contre le négationnisme, qui sont présents à toutes nos initiatives et nous participons à toutes les leurs. Marcel Kabanda, président d'Ibuka, je l'ai dit à certains tout à l'heure, est malheureusement tombé dans son immeuble hier. Il a des problèmes à une jambe. Bref, il n'était pas en capacité de venir. Il nous a envoyé le message suivant. Excusez-moi. Cela fait 85 ans qu'un pogrom nazi a fait périr des 1300 juifs en Allemagne et en Autriche et a commencé à détruire les bases culturelles et matérielles de l'existence, de leur présence dans l'histoire humaine et européenne. Et aujourd'hui, comme il y a 85 ans, la parole antisémite se libère, le crime redevient possible.
Mais malgré le plus jamais ça, entre guillemets, maintes fois répété, le passé ressurgit et bouscule sans ménagement le présent. Le souvenir s'incarne dans l'actualité. Le ventre dont est sortie la bête immonde révèle ô combien qu'il est encore fécond. Qu'est-ce que la commémoration dans ces circonstances? Et ça nous renvoie, je le dis pour ceux qui n'étaient pas présents dans les années précédentes et qui sont l'écrasante majorité de ceux qui sont là aujourd'hui, et je les félicite d'être là à nouveau. Marcel Cabanda avait ceci de particulier, qu'à chaque année, il nous entraînait dans une réflexion sur l'humanité, sur la mémoire non pas d'un génocide, mais la mémoire des personnes qui ont été tuées dans ce génocide. Tous ceux qui ont été tués. Et à chaque fois, il captivait, et j'espère qu'il le fera l'an prochain aussi, avec tous ceux qui sont là ce soir, et qu'il pourra à nouveau développer ses propos philosophiques, humanistes et éthiques. Je finis son message. Qu'est-ce que la commémoration dans ces circonstances? Se rappeler de cette période où la vie des Juifs d'Europe a basculé, ou s'interroger sur ce qu'est un bon Juif est un Juif mort. Vous savez que c'est l'inscription qu'on a retrouvée sur des murs à Strasbourg. Un bon Juif est un Juif mort. Confesser notre lâcheté ou notre coupable indifférence lorsque la banalisation du mal nous a fait rire alors qu'elle aurait dû nous alerter. Il y a quelques semaines, nous avons été les témoins impuissants ou indifférents du nettoyage de ceux qui restaient d'Arméniens dans le Haut-Karabakh. Après 110 ans de génocide des Arméniens, cela nous donne le vertige. Y a-t-il sur cette terre des peuples inutiles, bons à tuer? Je ne le crois pas. Et il fait aussi allusion aux Tutsis. Mais il est certain qu'il y a des communautés menacées, il faut les protéger. C'est la responsabilité de ceux qui ont été élus à vivre en paix. Bien à vous, bon courage à vous tous et un salut personnel de tout cœur avec vous, Marcel Cabanda, dont je salue le combat des rescapés du génocide des Tutsis. C'est un génocide particulier dans lequel la France a une responsabilité écrasante. Nous tous qui sommes là et nous tous qui ne sommes pas là, nous ne sommes pas comptables parce que c'est pas nous qui avons pris la décision. Mais le président de l'époque, le secrétaire général de la présidence de l'époque, Hubert Védrine, qui continue à parader sur tous les plateaux télé, à donner des avis de géopolitique, ont été lourdement complices de ce génocide, ont permis que le gouvernement du génocide se réunisse dans l'ambassade de France. C'est là que le gouvernement a été formé, le gouvernement génocidaire. Et puis après, il y a eu la pseudo-opération turquoise humanitaire qui a permis surtout la fuite des génocidaires. Et la France a développé la thèse négationniste du double génocide, qu'il y avait des responsabilités de part et d'autre. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure du fait que nous étions peu nombreux les années précédentes, en 1994, quand le génocide se commettait et que toutes les autorités françaises de cohabitation le mettaient en œuvre, Balladur, Mitterrand, Védrine et d'autres, Juppé, nous étions aussi fort peu nombreux à manifester. Mais c'est l'honneur de notre combat et de notre démarche. Merci à nos amis rescapés Tutsis. Allez, Gilles Manseron de la Ligue des droits de l'homme, grand historien de la guerre d'Algérie. Oui, la Ligue des droits de l'homme est présente. Le président Patrick Baudouin, quand je l'ai interrogé sur la possibilité qu'il vienne ici lui-même, m'a dit « Tu nous représenteras ». Et j'ai dit « Évidemment, j'y vais comme tous les ans. Je serai sur place ». Donc, la Ligue des droits de l'homme s'est créée contre l'antisémitisme en 1898, au lendemain de la parution, vous savez, du J'accuse d'Émile Zola, en janvier 98. Elle s'est constituée au mois de juin par une assemblée générale où elle a dit qu'il faut fonder une association qui soit un cadre de riposte à ce qui se passe et en particulier à la montée de l'antisémitisme. Et elle a adopté un manifeste
parce que son approche du combat était spécifique par rapport à d'autres, qui disaient le condamné de 1894, c'est-à-dire le capitaine Alfred Dreyfus, n'est pas plus juif à nos yeux qu'un autre à sa place eût été catholique, protestant ou philosophe. C'est donc pas sa religion que nous défendons, libre à lui. Ce n'est pas non plus le groupe auquel sa famille appartient, c'est l'homme. Voilà. Et donc, le combat contre le racisme est nécessairement un combat contre tous les racismes. Et quelqu'un qui l'a bien compris, qui l'a compris dès cette époque-là, c'est un certain Jean Jaurès. Parce qu'il avait été convaincu par le socialisme peu d'années auparavant, mais sur la question de la part d'antisémitisme qui était portée dans le mouvement ouvrier ici ou là, hein, les juifs c'est des capitalistes, les juifs c'est des patrons, c'est des industriels, et c'est des exploiteurs. Bon, dans un premier temps il n'était pas net, si je puis dire, il écoutait, il reprenait un peu ce que disaient les gens. Et il a fait une sorte de virage en 1898 précisément. Il se trouve qu'il va en Algérie, il voit que les socialistes de là-bas européens sont tous antisémites et sont tous racistes anti-arabes. Et il dit il faut arrêter dans ces deux domaines. Voilà. Donc c'était un repère important parce qu'il fait faire, avec d'autres bien sûr, au mouvement ouvrier français de l'époque, un certain travail sur la prise de conscience. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on ne tolère plus quoi que ce soit dans le domaine de l'antisémitisme. Donc c'est une défense de l'humanité. C'était le titre qu'il a choisi de donner à son quotidien, vous le savez, hein, l'humanité. C'est sa conviction. Et elle a été partagée par les premiers Dreyfusards, notamment un certain Bernard Lazare, par exemple, qui a été, on peut dire, le premier d'entre eux, et qui prend position très fermement. Alors, sa particularité, c'est d'avoir aussi repéré le scandale que représentait le premier génocide avant celui de 1915, qui s'est passé en 1896 sous l'Empire ottoman. C'était encore ça, c'était le sultan Abdulhamid II, et il massacre aussi des centaines de milliers d'Arméniens. Hein. Et on a un peu oublié ce premier épisode, mais qui fait partie de l'histoire. Bon, et alors, Bernard Lazare, il s'adresse à Théodore Herzl, qui lui essayait de se rapprocher des Ottomans, pour que les Ottomans leur lâchent un bout de territoire en Palestine, etc. Et donc, il dit, Bernard Lazare, vous n'avez pas honte, vous qui défendez, prenez fait et cause pour un peuple opprimé, persécuté en Europe, d'avoir cette position vis-à-vis des Arméniens. Quand on est contre le racisme, on soutient tous ceux qui en sont victimes. Voilà. Et donc c'est, quel que soit le caractère de refuge que la Palestine a pu représenter, Herzl ou pas Herzl, pour des Juifs d'Europe persécutés. Hein. Et je mentionnerai la position prise par un président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, depuis le procès Dreyfus de Rennes, où il était prof, jusqu'à 1944, où il est assassiné par des collabos et des nazis, hein, comme juif, et comme ex-président de la Ligue des droits de l'homme avant-guerre. Et Victor Bache, il disait « Je suis sioniste ». Pas pour nous les juifs français parce que c'est pas notre problème, c'est le problème de la citoyenneté pleine et entière, mais je comprends qu'il puisse constituer un refuge pour les juifs persécutés en Europe de l'Est ou ailleurs. Il disait ça et il ajoutait, quand on lui demandait qu'est-ce que vous entendez par là, je suis pour une confédération judéo-arabe en Palestine. Bon, et ben son sionisme à lui, moi, il me va plus ou moins compte tenu de ce qui s'est passé depuis et de l'actualité. Je terminerai en disant que l'antiracisme, ça s'applique nécessairement à tous les racistes, je le répète, et cela comprend la lutte contre tous
toutes les injustices sociales aussi. Il y a des syndicalistes qui s'exprimeront après moi, et il y a une affaire que Jaurès et l'humanité considéraient comme une affaire Dreyfus de la classe ouvrière, en 1911, l'affaire Jules Durand au Havre, et que tous les défenseurs de Dreyfus ne s'y sont pas engagés. Beaucoup s'y sont engagés. Hein, Jaurès, Alfred Dreyfus lui-même, etc. Donc voilà. Donc les injustices sociales, ça fait partie du combat pour la justice, comme la lutte contre les formes diverses de racisme. Alors, lutter contre le racisme, c'est être des justes. Vous êtes des justes qui êtes venus ici pour cette commémoration, et c'est la seule perspective défendable, authentique. Un homme est un homme. Man ist man, a écrit Bertolt Brecht. Et donc, quand on est pour la défense des hommes, des enfants, des femmes, des bébés, eh ben, on est pour la défense de ceux-ci partout, et quels qu'ils soient. Merci à Gilles Manceron pour ce moment historique, auquel chacun peut réfléchir. Et nous disons au professeur Manceron que nous espérons l'an prochain écouter encore ces moments d'histoire. Je passe maintenant la parole à Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Et je dois dire quelque chose. Nous avons entamé avec la CGT et avec les autres organisations syndicales, celles qui le désirent et celles qui l'acceptent, un travail de lutte contre les préjugés antisémites et racistes. C'est très important pour nous, pour le RAA. Pourquoi? Parce que nous savons, comme l'a dit d'ailleurs Gilles Manceron, que ces préjugés existent, que l'antisémitisme, le racisme circulent sur les ailes du complotisme en plus. Et le 5 octobre dernier, la CGT a organisé dans son local central à Montreuil une journée de lutte contre l'extrême droite, mais ne s'est pas contenté de dire l'extrême droite c'est pas bien, ils sont contre le SMIC, je sais pas quoi, non mais vous voyez ce que je veux dire, contre le SMIC tout court, voilà, merci Sophie, mais la CGT est entrée dans le dur en faisant une session lutte contre le racisme, lutte contre l'antisémitisme. Ça devait être la première fois que des panneaux, vous pouvez le voir sur le site, vous pourrez le voir sur les différents sites, que dans le grand espace de la CGT, il y a cela, et nous avons pu prendre la parole, le RAA, et expliquer ce que nous avions à dire. Et ensuite, il y a eu l'esplanade de la CGT qui a été nommée pour Henri Krasuki, mais sans Sophie Binet. Donc merci d'être là, et merci pour la perspective de travail permanent contre l'antisémitisme partout où il faut le faire. Merci beaucoup Albert, merci beaucoup au réseau d'action contre l'antisémitisme et contre tous les racismes pour l'organisation de ce rassemblement en hommage aux victimes de la nuit de cristal qui a lancé la Shoah et le processus d'extermination qui a conduit à la mort de 6 millions de juifs. Je tiens ce soir à exprimer toute la solidarité de la CGT avec les juifs de France victimes d'actes antisémites en augmentation, ayant parfois de la famille en Israël et ne se sentant au final en sécurité nulle part. Non, la communauté juive n'est pas responsable de la politique de l'État d'Israël. Non, rien ne justifie ou n'excuse jamais, je dis bien jamais, l'antisémitisme. Non, critiquer la politique de l'État d'Israël, défendre les droits des Palestiniens, ce n'est pas être antisémite. Oui, il est nécessaire d'identifier l'antisémitisme, cette forme particulière de racisme, et de faire des actions pour la dénoncer. Et nous avons beaucoup à faire collectivement pour progresser sur le sujet, et la CGT, y compris comme tu l'as rappelé, comme d'ailleurs sur le racisme et sur l'islamophobie.
L'histoire de l'antisémitisme, elle est intimement liée à l'histoire de la France et à l'histoire de l'Occident. Cette histoire, elle coule aussi en partie dans les veines de la CGT, qui a été dirigée pendant 40 ans par d'anciens déportés, de Georges Segui à Henri Krasuki, juifs, polonais, résistants, déportés à 18 ans à Auschwitz. Si je disais que cette histoire est liée à l'histoire de France, c'est parce que je crois que nous avons d'abord, nous, Français, à faire notre autocritique sur cette question, alors que la Shoah a été facilitée grâce à la collaboration de la France. Et c'est bien ce qui m'échappe dans la manifestation de dimanche. Comment penser défiler aux côtés de l'extrême droite, aux côtés des fils spirituels de ceux qui ont déporté 6 millions de juifs pour dénoncer l'antisémitisme? Comment accepter défiler contre l'antisémitisme aux côtés d'Éric Zemmour, condamné pour négationnisme après avoir expliqué que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs? Henri Krasuki mettait en garde et enjoignait, je cite, à ne pas jouer à des jeux politiciens autour de la grave question du racisme et de l'antisémitisme. Et je crois que c'est exactement le problème aujourd'hui. J'ai vu, et je trouve que c'est une excellente chose, qu'il y avait de nombreux et nombreux élus présents ce soir. J'ai un message tout simple et pourtant si compliqué, j'ai l'impression, aujourd'hui, à vous passer. Nous avons besoin d'avoir une classe politique qui soit capable, dans le même temps, de condamner les attaques terroristes du Hamas, de condamner et d'exiger la libération des 220 otages israéliens, de condamner les bombardements à Gaza qui ont déjà fait 10 000 morts palestiniens et de demander un cessez-le-feu immédiat sans condition. Nous avons besoin d'avoir une classe politique qui soit capable, dans le même temps, de condamner l'antisémitisme et aussi de condamner tous les racismes, l'islamophobie et l'extrême droite, et de pointer les responsabilités écrasantes de l'extrême droite en continuant à organiser une digue et une barrière républicaine vis-à-vis de l'extrême droite. Et c'est ce qui est gravissime dimanche. C'est que dimanche, cette manifestation va se transformer en opération massive de réhabilitation de l'extrême droite et de blanchiment de l'extrême droite. Et je tiens, pour finir mon intervention, à remercier le RAR, à remercier la LDH, à remercier toutes les organisations ici présentes ce soir qui représentent une petite boussole, une petite lumière dans ces temps troublés que nous vivons aujourd'hui, dans ces temps anxiogènes, durs, tendus, conflictuels, où partout, quand on évoque ces questions-là, on ne peut pas en parler de façon apaisée, en ayant un discours équilibré. Merci à vous, tenons-nous chauds et continuons à garder le cap dans ce contexte dur et troublé. Merci. Merci beaucoup Sophie Binet. Elle n'était pas là au début puisqu'elle arrivait de l'autre bout de Paris. Nous avons précisé d'emblée la position du RAR et de Mémorial 98, qui est une condamnation farouche du RN, et nous avons dit que le débat restait ouvert. Chacun réfléchit à la manière de s'opposer au RN, y compris dans les jours à venir, et que nous avons une exigence absolue de la part des organisateurs de la manifestation, quoi qu'on en pense, de dire que le RN n'a pas sa place dans ce cortège. Voilà. Donc, attendez. Détendez-vous, les uns les autres. Donc, oui. Donc, Gigi. Alors, je donne la parole à mon ami Emmanuel Snyder, de l'organisation Juifs et Juives Révolutionnaires. Vas-y, Manu. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être ici. Merci Albert d'avoir porté ce rassemblement et de le porter depuis des années. On sait à quel point la mémoire c'est important. Tu l'as rappelé tout à l'heure
pour pouvoir se prémunir de plein de choses dans l'avenir. J'ai prévu de dire quelque chose par rapport à ce qu'on appelle mal la nuit de cristal, juste avant, puisque c'est l'éléphant dans la pièce. Je veux juste dire, moi aussi, comme Albert, je pense que chacun prend ses décisions. Mais je voudrais dire à toutes celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de défiler avec le FN dimanche, si nous ne voulons pas qu'il soit là, faisons en sorte d'occuper le terrain pour qu'il ne puisse pas défiler tranquillement. Je trouve ça impossible d'imaginer que le RN puisse défiler devant toutes les caméras de France tranquillement et prendre une place dans la lutte contre l'antisémitisme, car comme vous l'avez rappelé tous, ils n'ont aucune place dans cette lutte. J'espère que quelque chose puisse rapidement arriver pour qu'ils ne soient pas tranquilles dimanche. Ceci étant dit, je voulais appeler quelques réflexions par rapport à cette nuit de cristal de novembre, ce qu'on appelle de novembre 1938, ce qu'on appelle le pogrom de novembre en allemand. Je voudrais faire quelques remarques par rapport des réflexions qui me sont venues par rapport à la situation d'aujourd'hui. La première, c'est que ce qu'on observe, c'est que l'antisémitisme, pour le comprendre, il faut voir qu'il fonctionne par vagues. Un acte antisémite en appelle un autre. Et nous l'avons observé en 1938 et aujourd'hui on le voit, quand il se passe quelque chose, un acte antisémite libère le prochain. Et c'est pour ça que nous sommes si tendus en tant que juifs, en tant que juives, par rapport à ça. Je voudrais aussi rappeler le fait que depuis le 7 octobre, les juives et les juifs de France sont dans une situation particulièrement tendue. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour tous les juifs et les juifs de France. Et ce qui s'est passé en 1938, en novembre 1938, c'est que des foules haineuses sont rentrées jusque dans les appartements des gens. C'est quelque chose qui existe dans peu de formes de racisme, de rentrer dans les appartements des gens. C'est ce qui s'est passé également le 7 octobre 2023. Ça explique aussi l'inquiétude particulière qui existe chez les Juifs et les Juifs de France, et je voudrais que les personnes qui ne le ressentent pas, à travers ce que je dis, puissent le comprendre, pour imaginer ce que ça fait de comprendre que même chez soi, on ne se sent pas totalement en sécurité. Ensuite, je voudrais dire que l'école a un rôle très particulier. L'école a un rôle très particulier pour que l'antisémitisme cesse de se développer. Ce sera la dernière chose que je dirai, mais elle est importante. Nous, adultes, on a besoin de se former encore, surtout à gauche. On a beaucoup de choses sur lesquelles on a encore besoin de se former, parce que l'antisémitisme ne passe plus par le chemin habituel de dire qu'on n'aime pas les juifs. Plus personne ne dit ça, presque plus personne. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est on entend des sionistes, on entend des mots qui sont des dog whistles, des appels du pied, peu importe comment on les appelle, des manières de parler codées. Et en particulier, je voudrais rappeler que quand on parle du financier, quand on parle du banquier, quand on parle de Soros, tout ça, ce sont des appels du pied antisémites. Quand on s'en prend à des patrons juifs de médias, quand on s'en prend à des patrons juifs de médias parce qu'ils sont juifs, sans le dire, c'est un dog whistle antisémite qui est inacceptable, qui est intolérable, qui doit susciter des levées de boucliers partout à gauche. Mais à l'école aussi, il y a un énorme travail à faire. Je viens d'une génération, on va dire tous ceux qui sont nés entre les années 70 et la fin des années 2000, où on a eu la chance de pouvoir avoir autour de nous des personnes qui ont vécu la Shoah et qui pouvaient en parler. La génération d'avant, c'était difficile pour entendre tout ce qui s'est passé. La génération d'après, ils n'ont plus les rescapés. Maintenant, il s'agit pour nous de passer la mémoire. Mais passer la mémoire à l'école, il va falloir faire de gros chantiers. Je sais qu'il y a plein de profs qui s'en sortent très bien pour le faire. Mais pour beaucoup, on se rend compte que aujourd'hui, on a des générations de gens qui nous disent « la Shoah, on en parle trop ». Mais qui sait vraiment ce que c'est que la nuit de cristal? À part une photo qu'on a vue dans un manuel scolaire. Qui sait combien il y a eu de morts? Qui sait ce que ça a déclenché? Pas tant de monde que ça. On a besoin de faire passer la mémoire et on a besoin aussi de faire passer la compréhension de ce que c'est que l'antisémitisme aujourd'hui. Ça veut dire appliquer des pédagogies particulières dans les écoles. On a besoin de ces pédagogies particulières, sinon on ne peut pas y arriver.
Ça veut dire prendre en compte sans jugement ce que disent les enfants. C'est un peu révolutionnaire, ça fait longtemps que ça se fait, mais c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, les enfants, quand ils disent quelque chose, ils sont traités de terroristes. Et on ne peut pas avancer dans ces conditions pour protéger les Juifs et les Juifs de France, pour lutter contre l'antisémitisme. Voilà. Toute transformation sociale doit passer par là. L'éducation aux médias, à l'information, l'éducation à la lutte contre l'antisémitisme, contre le conspirationnisme, c'est la base qui doit structurer la suite de la lutte contre l'antisémitisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Emmanuel Sanders du groupe Juifs et Juifs révolutionnaires. Bravo. Bravo Emmanuel. J'espère que vous avez compris qu'il est enseignant, hein, quand même. Et donc il parle en connaissance de cause. Merci. Nous travaillons ensemble avec les JGR. Je passe maintenant la parole à mon ami et collègue et camarade Robert Hirsch, membre co-animateur du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Vas-y Robert. Bonjour à tous et à toutes. Évidemment, on est très heureux de vous voir tous et toutes réunis. Et je voudrais d'abord commencer par redire aussi ce qu'a dit notre ami Emmanuel Sanders des JJR, c'est-à-dire que le 7 octobre, il faut le comprendre, et nous ne sommes pas sûrs que ce soit suffisamment compris dans toute la gauche. Le 7 octobre est un moment historique absolument essentiel pour les Juifs. Il s'agit du plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut le dire et le répéter, c'est le plus grand massacre de Juifs et de Juives depuis la Shoah. Et ça, évidemment, ça a un écho particulier pour tous les Juifs du monde entier et toutes les Juives du monde entier. Il ne nous semble pas que toute la gauche ait pris la mesure de cela. Alors, maintenant, dans les jours qui viennent, il y a des manifestations. Il y a une manifestation dimanche. Albert, d'autres ont dit que chacun et chacune se décidera en fonction de son point de vue. Des points de vue ont été donnés par telle et telle organisation. Il y a une chose quand même qu'il faut dire, parce que le RAR, Réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, s'est créé il y a 2 ans et demi parce qu'il considérait que les militants et militantes du RAR considèrent que la gauche n'a pas toujours été au rendez-vous de la lutte contre l'antisémitisme. Or, ces derniers jours, des déclarations problématiques ont été faites. On peut ne pas aller à la manifestation et la présence du Rassemblement national, je vais y revenir, est un gros problème. Mais on ne peut pas dire que celles et ceux qui manifesteront dimanche sont les complices des assassins, c'est-à-dire de ceux qui bombardent à Gaza. Parce que cela, c'est désigné à vindicte public celles et ceux qui manifesteront dimanche. Et celles et ceux qui manifesteront dimanche seront en premier lieu et beaucoup des Juifs et des Juives. Donc ça, c'est totalement inadmissible. C'est un discours qui est en dehors de la gauche. Et nous devons le dire. Après, se pose cette question. Tout le monde ici est d'accord que c'est une aberration, une abomination, la présence du Rassemblement national, la présence éventuelle du Rassemblement national. Et je vous signale, ça n'a pas été dit que, même si les présidents des assemblées n'ont pas dit les choses comme il fallait, tu as raison Albert, mais on n'en attend pas grand-chose. Par contre, cet après-midi, Yonatan Arfi, le président du CRIF, a dit nettement qu'il ne fallait pas que soit présent dans la manifestation un parti dont les fondateurs ont été souvent des collabos. Ça, il l'a dit, et je pense que ça, c'est très important, et que ça change aussi le caractère de cette manifestation. Après, certains et certaines iront, certains et certaines n'iront pas. Mais quoi qu'il en soit, dans les jours qui viennent, il ne faut pas considérer aujourd'hui que cela suffit d'être venu aujourd'hui. Effectivement, une bonne partie de la gauche est venue, mais cela ne suffit pas. Si des organisations considèrent qu'elles ne peuvent pas venir dimanche, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais à ce moment-là, il faut qu'elles proposent des choses pour lutter contre l'antisémitisme. Il ne suffit pas de se réunir à 3, 4 ou 500 ici pour considérer qu'on a lutté contre l'antisémitisme. Parce qu'il y a déjà plus de 1000 actes antisémites. Plus de 1000 actes antisémites, c'est 2 fois plus de 2 fois plus que dans toute l'année 2022. Donc ça, il faut le prendre en considération et il faut continuer. C'est-à-dire que par tous les moyens, dans les jours qui viennent, il faudra se mobiliser. Il y a la possibilité de se mobiliser dimanche. Certains iront, certains n'iront pas. Personnellement, moi j'irai. Et puis, voilà. Après, je voudrais terminer en disant que la gauche n'a pas toujours été au rendez-vous.
Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire, j'ai été professeur moi aussi, mais il y a longtemps, il y a des moments dans l'histoire où la gauche a été, elle a hésité. Le moment le plus connu, c'est l'affaire Dreyfus. C'est pas le seul, hein. Et au moment de l'affaire Dreyfus, la gauche a beaucoup hésité, y compris Jaurès. Et finalement, elle est tombée du bon côté, grâce à Jaurès, grâce à Zola, beaucoup. Et quand elle est tombée du bon côté, ça a été très positif, et pour elle et pour les Juifs. Et je vous raconte juste une anecdote pour terminer. En novembre 1899, peu après que l'affaire Dreyfus soit à peu près solutionnée, elle n'est pas totalement encore, puisqu'il n'a pas été remis à son grade dans son ancienneté. Mais enfin, en novembre 1899, il y a une grande manifestation républicaine. À l'époque, manifestation républicaine et gauche, ça se confond à peu près. Et dans cette manifestation, à un moment donné, les gens se mettent à crier « Vive Dreyfus !» Et toute la manifestation se met à crier « Vive Dreyfus !» Eh bien, c'est cela que nous voulons de la gauche. C'est que toute la manifestation, c'est que toute la gauche se mette à crier « Défendons les Juifs, agissons contre l'antisémitisme !» Et si cette soirée a servi à quelque chose, on peut espérer que ce sera à ça que ça a servi. Merci. Voilà des paroles. Vous remarquez à quel point on est inscrit dans l'histoire. Et je vous rappelle, je me permets de vous rappeler que l'association Mémorial 98, qui est à l'origine, au départ de ce rassemblement, a été créée le 17 janvier 1998. Pourquoi? Parce que c'était en mémoire des ouvriers socialistes et anarchistes parisiens qui, le 17 janvier 1898, ont été les premiers à descendre dans la rue pour s'opposer à un meeting de l'extrême droite de la Ligue antisémitique. Et ils ont réussi à mettre en l'air ce meeting. Et ces pionniers qui, avec Bernard Lazare et d'autres, ont entraîné toute la gauche, qui regardait ça d'un peu loin. Est-ce que Dreyfus, ça n'est pas un bourgeois après tout? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Nous leur rendons hommage en permanence. Je passe maintenant la parole à l'orage, à Milena, Laïla et Morena, qui à trois vont faire un pari extraordinaire d'être bref. Déjà, on voulait remercier Albert et Mémorial 98, parce que pour nous, c'est important d'être là aujourd'hui. On est Orage, organisation révolutionnaire antiraciste, antipatriarcale juive. On est un collectif féministe de lutte contre l'antisémitisme. Nous voulons d'abord rendre hommage aux personnes à qui nous pensons ce soir. Celles et ceux qui ont été emportés dans la nuit de cristal, et tous les juifs et juives traqués et tués en Europe après cette terrible nuit, y compris par la police française. Darmanin a dit en octobre dernier, la haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Nous souhaitons lui rappeler l'histoire de la participation de la France à la Shoah, car il semble avoir oublié. Nous pensons aussi à toutes celles qui ont résisté. Nous avions parlé de Nyuta Tettenbaum lors de la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie organisé cette année par le RAR. Nyuta Tettenbaum est une résistante juive polonaise qui a tué des nazis. Nous continuerons à porter et raconter cette histoire des femmes juives qui ont résisté à l'antisémitisme et se sont battues contre le racisme et pour la révolution de nos histoires. C'est elles qui nous montrent la voie. Aujourd'hui, en novembre 2023, nous sommes pour un cessez-le-feu à Gaza et contre le massacre des Gazaouis et pour la libération des otages. Nous sommes furieux de l'antisémitisme qui se nourrit partout de la guerre en Israël-Palestine. Nous sommes terrifiés par les slogans et appels islamistes ou fascistes au meurtre de juifs et juives dans le monde. En France, l'antisémitisme est chaque jour plus visible, dans les médias certes, mais surtout dans nos vies. Il y a les menaces, les agressions, les insultes, même dans la rue, le harcèlement sexiste antisémite, la liste est longue. Il y a aussi dans ces moments un fort relent de messages et imageries complotistes, avec des mèmes, vidéos graves expliquant l'association des juifs aux nazis, aux finances, à l'impérialisme. L'antisémitisme est fondé sur une vision du monde qui s'organise autour de l'association des juifs au pouvoir, à l'idée qu'elle voudrait contrôler le monde et qu'elle serait un danger pour la nation. L'antisémitisme repose en grande partie sur des théories complotistes. Pour se débarrasser de cette menace que représenteraient les juifs, les antisémites veulent faire disparaître les traîtres, les juifs, et ce depuis 3000 ans,
par tour à tour des exactions, des accusations de sorcellerie, des lois interdisant le culte, des expulsions, des pogroms, des ghettoisations, la Shoah, des meurtres plus récemment, et jusqu'à la stigmatisation et au fantasme sur leur lien avec Israël. Cette semaine, en Tunisie, un projet de loi antisémite visant à criminaliser des personnes en contact avec Israël a été présenté une énième fois. Toute juive en Tunisie, qui serait supposément ou réellement en lien avec Israël pour raisons personnelles, par exemple, pourrait être condamnée à de lourdes peines jusqu'à la prison à vie. C'est dans la lignée des réactions du président tunisien Kais Saied à l'attentat de la Griba, une manière de consolider une tunisianité de laquelle les personnes juives et personnes noires sont exclues. C'est donc une loi antisémite qui légitime et appelle à des actes antisémites déjà très présents en Tunisie. Un autre exemple de cet antisémitisme est celui de la chasse d'Israéliens et d'Israéliennes par des militants à l'aéroport de Makhatchkala, au Daghestan, la semaine dernière. Nous sommes dégoûtés par les politiques islamophobes alimentées par cette situation aussi. Au nom de la lutte contre l'antisémitisme, non, c'est pas ça. Non, contre l'islamisme, non. Au nom de la lutte contre l'islamisme, tous les gouvernements occidentaux en profitent pour durcir leurs politiques racistes et les expulsions du territoire se multiplient partout en Europe sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Pour résister à ces phénomènes de mise en concurrence des juifs et musulmans, nous pensons qu'il faut résister aux injonctions faites aux juifs et aux musulmans de prendre parti selon leur position dans les rapports sociaux de race concernant Israël-Palestine. Elles font de chacun et chacune d'entre nous des suspects potentiels, selon des idées souvent fondées sur des représentations complotistes, théorie d'allégeance à l'entité supranationale sioniste, théorie du grand remplacement, et nous essentialisent. Bravo! Pour rendre possible un mouvement de lutte émancipatrice pour Gaza, ici en France, un travail critique de l'antisémitisme qui traverse les mobilisations pour la Palestine est indispensable. Cela fait si longtemps que ce travail aurait dû être fait, cela fait 30 années que les forces de gauche et de lutte décoloniale en France auraient dû y travailler. Nous voulons plus entendre que les violences et les actes antisémites seraient des résistances à la colonisation israélienne. En mai dernier, les discours qui qualifient les meurtres antisémites de la Griba en Tunisie comme résistance à l'occupation israélienne étant sur ce registre. Nous continuerons, dans la lignée de notre rôle politique, à interpeller sur l'antisémitisme des mouvements sociaux qui en sont traversés pour construire des mobilisations émancipatrices. Nous appelons donc à la construction d'un mouvement massif pour Gaza qui lutte contre l'antisémitisme. Nous sommes très inquiets de la manière dont le gouvernement s'empare de l'antisémitisme alors qu'il mène une politique islamophobe et que Darmanin a fait plusieurs sorties antisémites ces derniers mois. Nous pensons que la manière dont l'extrême droite s'empare de la lutte contre l'antisémitisme est liée au fait qu'elle est traversée et construite par de l'antisémitisme et de l'islamophobie et de l'antiféminisme. C'est parce que l'antisémitisme fonctionne par association des juifs au libéralisme, à la modernité et au féminisme, et que l'islamophobie est associée au sexisme, au fait de ne pas être moderne et arriéré, que juifs et musulmans sont mis en concurrence et que le Rassemblement national peut s'emparer ainsi de l'antisémitisme. Nous ne voulons pas leur laisser cette lutte contre l'antisémitisme. Nous appelons donc nos camarades antiracistes, antifascistes, féministes, afroféministes, décoloniales à construire ensemble un front décolonial féministe antiraciste qui prend en compte l'antisémitisme pour traverser cette histoire ensemble. Et nous pensons donc sûrement organiser un rassemblement dimanche. Si j'ai je ne dis pas ça par narcissisme, si j'ai un mérite, c'est celui de la continuité. C'est déjà pas mal, mais ça ne va pas au-delà. Remercier les collectifs, très drôle. Remercier les collectifs, ne remerciez pas les personnes qui font ce qu'elles peuvent, dans les circonstances qu'elles peuvent. Je donne la parole rapide, vraiment, à SOS Racisme, et avant de rechanter ensemble tous les couplets du chant des marais. On a été un peu moins de minutes. Merci beaucoup Albert. Donc moi, le rare notamment, mais je tenais à remercier déjà dans un premier temps Mémorial 98 et le rare pour les commémorations qu'ils organisent tous les ans et assez régulièrement parce qu'il y en a de nombreuses malheureusement. On est rarement aussi nombreux donc on peut s'en réjouir. Je vais être assez rapide. Alors déjà, au nom d'SOS Racisme, on apporte déjà toute notre solidarité aux Juifs et aux Juifs de ce pays, parce que nous ne savons que trop bien ce que c'est d'être
victimes d'antisémitisme. Nous ne savons que trop bien ce qu'ils subissent aujourd'hui, la violence que c'est de sortir de chez soi et de regarder sa porte avec une étoile de David taguée. Nous ne savons que trop bien ce que c'est d'être dans un sentiment d'insécurité. Nous ne savons que trop bien à quel point il est difficile, quand on est juif et juif, de marcher dans la rue parce qu'en fait on a peur. Je voudrais vous partager une petite anecdote assez rapide. Ma grand-mère, elle est donc née en 1933 et elle a été chassée de l'école en 40. Aujourd'hui, elle est dans une situation qui est extrêmement difficile parce qu'en fait, il y a un traumatisme réel chez les anciennes générations et chez les nouvelles générations parce que nous avons été élevés aussi avec ces injonctions à la discrétion. Donc il est important de rappeler vraiment au nom de toutes les associations antiracistes et de toutes les organisations de gauche notre solidarité avec les Juifs de France qui se sentent profondément seuls dans ces situations et dans cette période qui est extrêmement difficile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, et vraiment c'est important de le souligner, d'où vient aussi cette haine dans notre pays, la violence de l'extrême droite qui porte dans ses discours la haine du juif, entre autres choses, et qui va instrumentaliser l'antisémitisme. Donc on est ici aussi pour rappeler à quel point il est important de combattre l'extrême droite sous toutes ses formes, parce qu'on parle évidemment des partis politiques, on parle des chambres à gaz comme détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen, on parle de la réhabilitation de Pétain par Éric Zemmour, mais on parle aussi du GUD et des autres groupuscules d'extrême droite fascistes qui agissent dans nos quartiers, qui agissent dans les rues et qui n'ont aucun mal à tabasser des juifs. Et donc c'est important de l'avoir en tête. Quand même, l'extrême droite n'est pas et ne sera jamais notre allié. Et par ailleurs, en fait, il est fondamental d'avoir en tête que la lutte, on la mènera ensemble. C'est une lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Parce que, bien évidemment, vous l'aurez remarqué, un certain nombre de personnages politiques ou d'éditorialistes tentent d'instrumentaliser aujourd'hui l'antisémitisme pour taper sur d'autres communautés en parlant d'antisémitisme couscous ou d'autres horreurs. Et donc c'est comment on est ensemble pour faire front uni contre ces violences et contre l'extrême droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie mon ami François Sautret, coprésident du MAP, peut-être bientôt, qui me fournit le texte intégral du chant des marais. On ne va pas chanter juste un couplet, mais tous les couplets. Et ce chant commun sera l'engagement de tous ceux qui sont là, comme ça a été dit tout au long. C'est l'engagement de continuer à lutter ensemble contre l'antisémitisme et contre le racisme et contre le bavardage dans les marches de la manifestation. Et donc on va chanter tous ensemble. Loin vers l'infini s'étendent de grands prés marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, dans ce camp morné sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jours
mort pour celui qui fuit aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi, ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer, ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Ce cyclo, ce rassemblement, qui n'est que le début de notre travail commun à tous et à toutes contre l'antisémitisme, contre tous les racismes. Et je n'oublie pas de remercier Aude de Solidaire qui nous a amené la sono, malgré toutes les difficultés qu'elle a eues. Et encore une fois, merci à tous et à toutes qui ont permis ce rassemblement. Merci à vous. Venez prendre les documents du RAR et de Mémorial 98. À très bientôt, nos amis. Le fascisme ne passera pas.